Ah, Star Wars épisode 4, un nouvel espoir. Longtemps tout simplement appelé la guerre des étoiles dans notre beau pays. Alors Star Wars, Star Wars, Star Wars. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de science-fiction. Or, George Lucas, le créateur de Star Wars, n'a cessé de dire que Star Wars c'était plutôt de la fantasy que de la science-fiction. Du coup, je suis pas d'accord. Et on va voir cela tout de suite, enfin, après le générique. Star Wars, plutôt de la fantasy que de la science-fiction. Je pense que dit ainsi, ça va en étonner certains. Mais c'est vrai que si on prend le film original, d'ailleurs dans cette vidéo, sauf pour quelques exceptions, je ne parlerai que du film original, celui sorti en 1977, on est bien d'accord? On parle de celui-ci. C'est effectivement au premier abord un film de science-fiction essentiellement parce que j'appellerais le décorum. Et il y a une façon simple d'illustrer cela. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, mais on pourrait quasiment refaire la même histoire dans un univers de fantasy, à quelques petits arrangements près, ce qui, avouons-le, devient plus compliqué au fur et à mesure que l'on avance dans la saga. Mais ce n'est pas le sujet ici. Bon, finalement, George Lucas semble avoir raison. Dans ce cas, merci d'avoir visionné cette courte vidéo, à la prochaine! Ah non, c'est vrai, j'ai dit que je n'étais pas d'accord et que j'allais expliquer pourquoi. Bon, ok, mais on va déjà évacuer une critique que je sens poindre au bout de vos lèvres. Si l'auteur lui-même est affirmatif sur ce point, qu'est-ce que donc j'aurais à dire là-dessus? Alors justement, je vais non seulement vous expliquer pourquoi je pense que Star Wars est bien plus un film de science-fiction que ne le dit son propre créateur, mais en même temps, car vous verrez que tout cela est entremêlé, pourquoi il a tendance à atténuer la phase véritablement science-fiction de son œuvre. Oui, je suis prétentieux, je sais, mais bon, on a tous ses défauts. Bon, comme forcément l'essentiel de ce que je vais dire est bien sûr très lié à George Lucas, il faut s'attarder sur ce monsieur. Alors, vous connaissez donc probablement son nom, et particulièrement son œuvre, qu'il a depuis longtemps dépassé, surtout qu'il n'est pas très grand, oui je sais, celle-ci elle n'est pas terrible. Pour autant, vous ne connaissez pas forcément en détail ce personnage qui a marqué Hollywood d'une manière inattendue, donc attardons-nous un peu sur lui. George Lucas est un États-Unien né en 1944, qui a grandi en Californie durant une période charnière pour les États-Unis et le monde, les années 40 à 60. C'est une période très particulière. Grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, les USA imposent alors leur hégémonie sur le monde. Et pour quelqu'un vivant aux États-Unis à cette époque, surtout pour peu qu'il soit dans un milieu, disons, un peu aisé, c'est une époque de rêve. On est, comme dans tout l'Occident, mais encore plus là-bas, en train de passer à un mode de vie où les contraintes des générations précédentes sont en train de disparaître. George Lucas, comme bon nombre d'Américains de l'époque, vivra sans inquiétude quant aux nécessités de la vie de tous les jours. Manger, avoir un toit, etc. Il aura cela et bien plus, car il fait partie de la première génération qui profitera ainsi de sa jeunesse, grâce à un accès aux loisirs encore jamais vu. Mais pour autant, cela reste une époque pleine d'incertitudes. La guerre mondiale et toutes ses horreurs ne sont pas loin. Et, parmi plein d'aléas, la guerre de Corée puis la guerre du Vietnam laisseront des marques aux USA, pays, rappelons-le, qui sera ségrégationniste jusqu'en 1964. Et tout en étant apparemment un pays de liberté, le macartisme et sa chasse aux sorcières fut une belle démonstration de dérive politique. N'oublions pas bien sûr la guerre froide, dont on peut citer parmi les moments cruciaux la crise des missiles, et la manière dont cela a boosté la conquête spatiale, qui participera beaucoup aux accélérations technologiques modernes. Remémorons-nous aussi comment la peur d'une guerre nucléaire sera très présente durant ces décennies. Bien sûr, j'oublie beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de détailler cette période très riche de l'histoire, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce fut une période très contrastée, où à la fois un paradis sur Terre et l'apocalypse nous étaient promis, et ce fut la période, et donc que le contexte politico-social, dans lequel a grandi George Lucas. D'un point de vue culturel, c'est une époque de grande évolution aussi. L'accès à la culture a complètement changé à la fin du siècle précédent, et cela n'a fait que s'accentuer au fil des décennies avec l'essor des comics, du cinéma et de la télévision. Ainsi, George Lucas grandit en ayant accès à tout cela, et il sera nourri, entre autres, de la culture de science-fiction populaire qui se diffusa sur la plupart des médias à cette époque. Il appartient totalement à la même génération, par exemple, qu'un Dan O'Bannon, créateur d'Alien, qui baignera aussi dans cette culture. C'est vraiment une époque charnière aux USA et pour le monde, et il faut bien comprendre comment cela a fortement imprégné George Lucas. À la fois fasciné par ce monde changeant, cette technologie semblant repousser chaque jour de nouvelles frontières, tout ce progrès nous amenant un immense confort et tant de possibles à explorer, mais en même temps se demandant si tous ces changements ne sont peut-être pas de trop, qu'il faut peut-être veiller à ne pas y perdre des choses, disons, essentielles, en tout cas à ses yeux. Mais on revient précisément sur cela après. Bon, maintenant que l'on a bien tout ça en tête, nous pouvons nous attarder sur son parcours dans le cinéma. Durant ses études à l'Université de Californie du Sud, George Lucas réalisa différents courts-métrages avec un certain talent, et il fut repéré par Francis Ford Coppola, qui, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, est un grand réalisateur déjà confirmé à cette époque, qui lui permet de transformer son court-métrage intitulé Electronic Labyrinth THX 1148 for EB, devenant au cinéma tout simplement THX 1138, on va le dire en français, ça sera plus simple. Alors THX 1138, il est nécessaire de s'attarder dessus car c'est vraiment une œuvre essentielle pour comprendre Lucas. Et commençons déjà par regarder l'ouverture de ce film. Buck Rogers, now adventuring in the amazing world of the 20th century. By turning a little dial to project us ahead in time, we're able to be right with Buck and his friends in the wonderful world of the future. A world that sees a lot of our scientific and mechanical dreams come true.
You know, there's nothing supernatural or mystic about Buck. He's just an ordinary, normal human being who keeps his wits about him. What's wrong? Nothing really. I just feel that I need something stronger. If you have a problem, don't hesitate to ask for assistance. Yes, thank you, I'll be all right. Call 348-5... Alors pour ceux qui n'ont aucune référence sur le sujet, les extraits qui ouvrent le film appartiennent à la bande-annonce d'un serial. Donc une de ces fameuses séries qui passait en épisode avant les films dans les cinémas américains, mais que des personnes comme Lucas ont pu aussi découvrir lors de diffusion à la suite de plusieurs épisodes lors de séances spéciales dans leurs cinémas locaux. Ici, en l'occurrence, il s'agit de Buck Rogers, adapté de la bande dessinée éponyme. Je m'arrête un peu sur cette ouverture car c'est important. Nous découvrons donc les aventures de Buck Rogers, un humain se retrouvant dans un futur où la technologie permet à l'homme de vivre des périples incroyables. On peut d'ailleurs entendre la phrase « Mechanical dream comes true », que je traduirai par « le rêve mécanique devient réel » pour être fidèle à l'idée. C'est un vieux film kitsch, mais on ressent quand même que c'est un récit de science-fiction propice aux aventures incroyables destinées à nous faire rêver. Puis, on passe à un total changement d'ambiance. La musique change complètement, un générique défile sur un fond noir, du haut vers le bas, créant de suite une ambiance pesante. Avant de nous entraîner dans une histoire tenant place dans une dystopie, comment dire, très nihiliste. Disons que c'est pas le genre de film qu'on passe pour égayer une soirée. Oui, bon après ça dépend de l'humeur qu'on veut donner à cette soirée. Je ne sais pas pour ceux parmi vous ayant vu ce film, mais perso, la première fois que j'ai vu THX 1138 et que j'ai vu ce début, j'ai forcément pensé à Star Wars. Mais un Star Wars passé de l'autre côté du miroir. Mais bon ça, on en reparlera précisément tout à l'heure. Ici donc, le début de ce film, il nous dit « Regardez ce que les récits de science-fiction nous ont promis. Une technologie qui allait nous libérer complètement de nos contraintes, qui allait nous permettre de vivre des aventures incroyables. Une nouvelle ère de rêve s'annonçait pour l'humanité et boum, prenez de pleine face une autre possibilité, une dystopie où l'humain est totalement asservi. » Vous voyez donc que rien qu'avec le début de THX 1138, George Lucas nous plonge dans toutes ses réflexions et ses craintes sur le monde dans lequel il vit. Et il veut par ce film nous faire réfléchir à cela. C'est une œuvre extrêmement politique et assez osée pour un premier film où à travers son personnage principal, donc THX 1138, les humains n'ayant plus de nom mais des matricules, nous découvrons qu'ils sont continuellement drogués à la fois pour être extrêmement performants dans leurs tâches et aussi pour contrôler totalement leurs émotions. En résulte une société d'humains dominée par un parti unique, n'existant que pour produire des choses en partie inutiles. On consomme parce qu'il faut consommer. Alors que tous sont abrutis par leurs pilules et des médias ne proposant que du divertissement sans fond ou des débats devenus stériles par des échanges abscons, tandis que la religion ne semble que participer à l'asservissement et pousser à la non-réflexion utile pour la domination. On pourrait résumer cela par travailler, consommer et surtout, ne réfléchissez pas. Alors, concernant le fait de consommer et de ne pas réfléchir, j'avoue que parfois j'ai l'impression que certaines personnes voient apparemment ce mode de vie comme une utopie. Mais bon, c'est un autre débat. THX 1138, donc, travaillant dans une fabrique de robots, partage son logement avec LUH 3417, celle-ci changeant à son insu sa médicamentation, permettant à THX 1138 de retrouver des émotions humaines, ressentant alors de l'affection pour LUH 3417. Et rapidement, les deux se laissent aller dans des ébats charnels prohibés. Oui, on a des personnes nues faisant l'amour dans un film de George Lucas, je sais, ça surprend. Étant sous surveillance constante, les deux amants se font rattraper par les garants de l'ordre. THX 1138 se retrouvant dans une étrange prison semblant un espace blanc sans fin, tandis qu'il ne sait pas ce qu'est devenu LUH 3417. Finissant par s'évader avec un côté tenu, THX 1138, dans son périple, apprend que LUH 3417 a été tué. Et il finit par s'évader, le système décidant d'arrêter de le poursuivre car les coûts deviennent trop élevés. Et THX finit par sortir de ce monde souterrain pour découvrir le soleil. Ah non, pardon, ça c'est une image de Star Wars. Voici la bonne.
Voici dans les grandes lignes, et surtout dans ses thématiques principales, THX 138, un film que je pense peu d'entre vous ont vu. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu THX 138, et même si vous en avez déjà entendu parler. Au-delà du label THX, bien sûr, qui est un standard de qualité créé par Lucasfilm. Alors c'est sûr qu'au premier abord, excepté le début avec les extraits de Buck Rogers, on est très loin de Star Wars. On peut même se questionner sur le fait que ce soit deux œuvres de la même personne. Et pourtant, on peut voir que finalement, enfin bon. Sinon, pour ce qui permet quand même de retrouver facilement la patte de Lucas, on peut quand même remarquer que malgré cette ambiance extrêmement austère, il n'a pas pu s'empêcher d'y mettre une course-poursuite. Oui, le bonhomme est fan de course automobile, et ben voilà, on ne se refait pas. Enfin bon, bien qu'étant aujourd'hui considéré comme un excellent film de science-fiction, THX 138 est un échec complet à sa sortie. Alors en soi, pour un premier film, ce n'est pas exceptionnel, et heureusement c'était un petit budget. Ainsi, s'essayant à toute autre chose ensuite avec American Graffiti, George Lucas a réalisé ce qui devint un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et oui, quand même, American Graffiti, c'est sympa, il y aurait plein de choses à dire sur ce film, mais n'étant pas du tout un film de science-fiction, je ne m'attarderai pas dessus. Retenons seulement que ce film contient beaucoup d'éléments sur George Lucas lui-même, c'est en grande partie sa propre adolescence qui est mise en scène dans ce film. Alors peu de personnes le savent, mais George Lucas, toujours en relation avec Francis Ford Coppola, développa le projet Apocalypse Now, aujourd'hui connu comme un des plus grands films de Francis Ford Coppola. Comme George Lucas le dit lui-même dans une interview dont j'ai mis le lien dans la description, il a travaillé sur ce projet durant 4 ans, et il devait le réaliser lui-même. Il précise que cela aurait donné un film complètement différent de celui de Francis Ford Coppola, que cela aurait été beaucoup plus l'histoire d'un homme contre les machines qu'autre chose, la technologie contre l'humanité, et comment l'humanité gagne. Je ne sais pas pour vous, mais si l'on s'en tient à sa description, on a l'impression que sa version d'Apocalypse Now aurait été beaucoup plus un film de science-fiction. Et je veux dire un vrai film de science-fiction, pas de la fantaisie dans l'espace. Décidément, il y a un truc avec Lucas et la science-fiction. Enfin bon, n'allons pas trop vite et continuons de fouiller un peu tout cela. Alors pour ceux qui se diraient, c'est bizarre, THX 168 sort en 1971, American Graffiti en 1974 et Star Wars en 1977. À quel moment aurait-il pu faire Apocalypse Now ? Alors, sans rentrer dans les détails, il est normal, surtout dans le système de production américain, qu'un réalisateur travaille sur plusieurs projets à la fois, car aucun n'étant garanti d'aboutir, c'est une manière de multiplier les possibilités d'avoir un projet finissant par partir en production. Et c'est d'ailleurs parce que le projet Star Wars soit progressé qu'il va mettre de côté Apocalypse Now, repris alors par Francis Ford Coppola. Enfin donc, après THX 138, Lucas garde l'idée de faire un film de science-fiction, mais apparemment refroidi par l'échec de son premier film, et on peut le comprendre, il décide cette fois de se tourner vers de la science-fiction d'aventure. Fini donc les dystopies déprimantes, bienvenue à la grande épopée galactique. Et pour cela, il décide d'adapter une œuvre connue du genre, Flash Gordon. Alors Flash Gordon, c'est donc un comics créé en 1934 par Alex Raymond, nous racontant donc les aventures de Flash Gordon, je pense que vous l'aurez deviné, un footballeur américain qui se retrouve à vivre des péripéties plus fantastiques les unes que les autres sur la planète Mongo, dirigée par le terrible Empereur Ming. Alors effectivement, on n'est plus du tout dans THX 138, ou même dans ce qui aurait été sa version d'Apocalypse Now. Flash Gordon, avant tout héritier des récits d'Edgar Rice Burroughs, je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur l'influence de John Carter sur plein d'œuvres de science-fiction, donc Flash Gordon, c'est effectivement un récit où tout le côté science-fiction fait purement partie du décor. Dans Flash Gordon, la technologie sert avant tout le merveilleux, pas de réflexion sur le devenir de l'homme. Certains diront même pas de réflexion du tout. Mais cette œuvre a effectivement pour but d'être avant tout divertissante, parce que même s'il y a un tyran à combattre, le fond reste assez léger. Donc, à ce stade, George Lucas part avec l'idée d'adapter Flash Gordon. Seulement, il y a eu un couac, car à l'époque où il a eu l'idée de ce projet, les droits de Flash Gordon n'étaient pas libres. Pour résumer rapidement, sauf si les droits d'une œuvre sont dans le domaine public, il faut acheter les droits d'adaptation si l'on veut soi-même exploiter cette œuvre sur un média. Et hélas pour George Lucas, ceux qui avaient les droits ne voulaient pas de lui pour adapter Flash Gordon sur grand écran, et lui ne put leur acheter les droits. Mais il ne se démonta pas, certainement parce que dans sa tête ce projet avait déjà pas mal mûri, et il décida de créer sa propre histoire. Alors, sur la création de Star Wars dans le détail, vous pourrez trouver des tas de vidéos et d'articles à ce sujet. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo de rentrer dans ces détails. Pour résumer cela rapidement, pour créer sa propre histoire, il s'inspira de tout ce qu'il aimait. Films de samouraï, western, récits mythologiques, classiques de la science-fiction, j'en passe, et même, pour la structure du récit, des travaux de Joseph Campbell, un mythologue américain qui travailla principalement sur le concept d'un schéma narratif unique. Pour faire simple, inspiré par le psychanalyste Jung, il échafauda toute une théorie autour d'un schéma de récit fondamental que l'on retrouverait dans toutes les histoires. Alors, ce n'est absolument pas validé par les autres chercheurs, ça semble même assez démonté de ce que j'ai pu lire sur le sujet, mais ça a inspiré pas mal d'auteurs, et parmi eux George Lucas. Voilà pour faire simple, car ce n'est pas le sujet ici. Et donc en ce qui me concerne, à ce stade de la vidéo, ce sur quoi je vais m'attarder pour développer mon propos, ce sont les deux choses suivantes qui ressortent de la plupart des interviews de George Lucas. D'abord qu'il voulait un récit qui était avant tout un récit d'aventure, sans que l'on s'attarde sur le pourquoi des technologies montrées dans le récit. Et ensuite, qu'il voulait par ce récit transmettre des valeurs qu'il jugeait importantes pour la nouvelle génération, car ayant l'impression que le monde actuel très changeant passait à côté. Et pour bien souligner cela, je pense qu'il est intéressant, voire même primordial, de citer George Lucas lui-même. Plutôt que de faire un film rageur et socialement pertinent, j'ai réalisé qu'il y avait une autre pertinence, encore plus importante, les rêves et les fantasmes. Amener les enfants à croire qu'il y a autre chose dans la vie que les ordures, les meurtres et toutes ces choses bien réelles comme voler des enjoliveurs.
qu'on pouvait encore s'asseoir et rêver de contrées exotiques et de créatures étranges. Une fois que j'ai commencé à m'intéresser à Star Wars, j'ai réalisé que nous avions perdu tout cela. Toute une génération grandissait sans conte de fées. On n'en a plus, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, des aventures dans des contrées lointaines. Ceci est un exemple parmi des tas d'interviews de George Lucas à ce sujet. La question ici n'est pas de savoir s'il a raison ou pas. L'important, c'est de comprendre que c'est cela qui le motive, qui le guide même pour écrire Star Wars. Alors, par rapport au propos de cette vidéo, je relève déjà ici une contradiction. Je ne sais pas vous, mais perso, je trouve cela assez incompatible d'asséner que son film n'est que du divertissement, mais de ne cesser de parler de choses essentielles à transmettre. Quand on regarde en détail la manière dont Star Wars a été travaillé, en allant même rechercher dans les structures des mythologies, et nous allons le voir précisément ensuite, incluant des éléments politiques et de science-fiction allant clairement dans un sens, c'est au moins en partie contradictoire avec tout un discours qu'il tient sur le fait de vouloir faire rêver avant tout. Mais on va revenir sur cela plus tard. Revenons pour l'instant à l'histoire du projet pour ne pas se perdre. George Lucas va donc pouvoir concrétiser son film. Non sans mal et après plusieurs versions de scénario, les autres versions qu'on peut trouver sur internet étant d'ailleurs assez parlantes. Partant d'une première version, rappelant fortement par certains aspects la menace fantôme, comme quoi tout était déjà là, pour arriver au fur et à mesure au récit que l'on connaît. Alors en soi, chaque version de scénario de Star Wars mériterait qu'on s'y attarde. Mais le mieux serait un jour d'y consacrer une vidéo, car sinon on va tellement dériver que je vais finir par perdre tout le monde. Enfin bon, revenons donc au film tel que nous le connaissons. Enfin presque, car aujourd'hui nous connaissons l'édition spéciale. Mais oublions ça, sinon on va jamais s'en sortir. Donc le film sort sur les écrans en 1977 avec un impact inattendu, devenant l'un des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Et pour bien montrer le succès qu'a été ce film, il faut rappeler que si l'on tient compte de l'inflation, parce qu'un billet de cinéma en 1977 forcément n'a pas le même prix qu'un billet d'aujourd'hui, c'est toujours le 4e plus gros succès de l'histoire du cinéma mondial. Pour être concret, s'il était sorti cette année, il aurait rapporté autour de 4 milliards de dollars. Oui, je sais, c'est assez fou. Enfin bon, ça c'est pour rappeler l'événement qu'a été le film, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici directement. Bon, à ce stade où j'ai bien expliqué les motivations de George Lucas et son lien avec la science-fiction, je vais enfin vous résumer le film. Mais je ne vais pas le faire comme d'habitude. Je vais le faire avec le filtre de tout ce qui a déjà été dit avant. Car vous allez le voir, ça change pas mal la manière dont on peut percevoir le film. Allez, vous êtes prêts? Vitesse lumière. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un empire impose son pouvoir par la force, combattu seulement par un groupe de rebelles voulant restaurer la paix et la liberté, car ils ont apparemment certains idéaux politiques, mais bon, je dois me tromper car tout ça n'est que de l'aventure pour les enfants. Quoi qu'il en soit, un groupe de ces rebelles a réussi à mettre la main sur les plans de l'arme ultime de l'Empire, l'étoile de la mort, capable de détruire une planète d'un seul tir. Poursuivis par un puissant vaisseau de l'Empire, ils sont arraisonnés et le terrible Seigneur Noir Dark Vador, qui semble plus une machine qu'un humain, prend possession du vaisseau, ne pouvant malgré tout empêcher les deux droïdes R2-D2 et C3PO, ayant en possession les plans de l'étoile de la mort, de prendre la fuite vers la planète désertique Tatooine. Pendant ce temps, sur le vaisseau, la princesse Leia, symbolisant l'émancipation des femmes libres dans ce monde de brutes, est capturée par le Seigneur Noir auquel elle tient tête. Sur la planète désertique, les deux robots, après diverses escapades, finissent par se retrouver en possession d'un fermier local dont le neveu, Luke Skywalker, rêve de s'évader de sa planète pour vivre de grandes aventures. Sur l'étoile de la mort, le grand Moff Tarkin, qui dirige la station de combat, menace la princesse Leia de détruire sa planète si elle n'indique pas l'endroit où se cachent les rebelles. Bien que la princesse ait cédé au chantage, Tarkin ordonne la destruction d'Alderaan, nous montrant ainsi comment la technologie peut être froidement utilisée pour détruire massivement la vie sans avoir à se salir les mains. Pendant ce temps, sur Tatooine, Luke part à la recherche de R2-D2 et dans son escapade finit par rencontrer Obi-Wan Kenobi, un des derniers survivants des Chevaliers Jedi, un ordre qui aidait à faire respecter la justice dans la République avant sa déchéance. Apprenant à Luke ce qu'est la Force, qui permet aux Jedi d'utiliser des pouvoirs surnaturels, il lui apprend aussi que son père était jadis un chevalier Jedi tué par Vador, un ancien apprenti d'Obi-Wan qui les a trahis. Disons qu'en gros, il lui explique qu'avant, autant de la République c'était super, mais que tout a dégénéré à l'époque de la guerre des clones et que c'est plus terrible la galaxie de nos jours. Bon, désolé pour ceux qui ont toujours vu l'épisode 4 en français, la guerre des clones a été remplacée par la guerre noire. Mais dans la version originale, on parle bien d'une guerre des clones, suggérant donc l'utilisation d'une maîtrise technologique, la possibilité de dupliquer des êtres vivants, à l'occasion d'une guerre qui a eu un gros impact sur la galaxie. C'est une simple phrase, mais loin d'être anodine dans un récit qui semble ne pas vouloir s'inscrire dans des thèmes trop science-fiction. Enfin bon, R2-D2 délivre alors un message de la princesse Leia destiné à Obi-Wan Kenobi, lui demandant de ramener les plans de l'étoile de la mort sur la planète Alderaan. Obi-Wan propose à Luke de le suivre, mais celui-ci dit qu'il ne peut pas, devant rester avec son oncle et sa tante, mais découvrant qu'ils ont été tués par des soldats de l'Empire, il n'a désormais plus d'attache sur Tatooine et décide de suivre Obi-Wan. Sur l'étoile de la mort, Vador montre à un officier impérial qu'il ne vaut pas mieux rigoler avec la force. Le grand Moff Tarkin, de son côté, explique que l'empereur vient de faire disparaître les dernières traces de la République. Élément qui, on l'étonne, ne fait pas spécialement avancer le scénario, mais qu'il semblait important de placer pour bien rappeler que c'est un univers dans lequel un empire a remplacé une république en la démantelant étape par étape. Ça ne fait évidemment pas du tout allusion à une quelconque forme de mise en garde politique. Qu'allez-vous donc chercher là? Voyons, c'est un pur récit de divertissement.
Luke et le chevalier Jedi veulent donc quitter la planète et chercher un équipage avec un vaisseau à disposition. Les droïdes se retrouvent face à une forme de ségrégationnisme, rappelant certains préjugés en cours dans notre monde, mais bien sûr tout cela reste très anecdotique. Il est évident que Lucas n'avait aucune idée derrière la tête avec ce passage. Se retrouvant dans une taverne mal fréquentée, on assiste à la partie la plus fantasy du film, où le jeune paladin, le sorcier, l'aventurier, etc. se réunissent pour accomplir la quête principale du récit pour se retrouver dans un donjon gigantesque, enfin les entrailles de l'étoile de la mort, enfin bon, je vais un peu vite. Disons que là, ils font la connaissance de Han Solo et de son copilote Chewbacca, qui acceptent de les emmener sur Alderaan contre monnaie sonnante et trébuchante. Fuyant la planète car poursuivis par les impériaux, on assiste, à l'intérieur du vaisseau de nos protagonistes, tentant d'échapper à de puissants vaisseaux spatiaux, à un étonnant dialogue où Han Solo explique qu'on ne peut passer en vitesse lumière tant que l'ordinateur n'a pas calculé la bonne trajectoire, afin d'être sûr de ne pas prendre une étoile en pleine poire. Je voudrais dire à Lucas qu'il a merdé dans cette scène, car c'est clairement un poncif des récits de SF ce genre d'explication fonctionnelle. Vous vous rendez compte, on se croirait dans Star Trek. Il a clairement manqué de vigilance là. Enfin bon, après un passage en hyperespace, notre communauté de l'anneau, ou plutôt de la force, ou de je ne sais quoi, se retrouve dans le système où est censée se trouver la planète Alderaan. Mais ils ne découvrent qu'un immense champ d'astéroïdes et un gigantesque vaisseau spatial en forme de petite lune qui les emprisonne dans un rayon tracteur. Ils se retrouvent alors dans cette gigantesque station de combat, incroyable ensemble purement mécanique dont la grisaille et la froideur symbolisent une technologie complètement asservie à propager la mort. Et pour tous ceux qui se diraient que cet amas de technologie serait une symbolique de comment l'humanité doit toujours lutter contre un envahissement technologique de notre quotidien qui pourrait finir par nous asservir totalement, franchement vous êtes vraiment de mauvaise foi. Je vous rappelle que tout ça, ce n'est qu'un innocent conte de fées. Enfin bon, après plein de péripéties pas très réalistes mais très fun, les héros libèrent la princesse Leia, une jeune femme pleine de caractère qui montre à ses comparses qu'elle sait très bien diriger et se servir d'une arme, confirmant son statut de femme émancipée loin d'être une simple demoiselle en détresse. Après le sacrifice d'Obi-Wan en combattant son adversaire déshumanisé, nos protagonistes s'enfuient, rejoignant ainsi les rebelles. Et grâce au plan de l'étoile de la mort, ils vont pouvoir la faire péter dans une scène magistrale de bataille spatiale qui colla les spectateurs à leur siège en 1977. Et on notera que Luke suivra les conseils du fantôme d'Obi-Wan, désactivant son viseur informatique certainement pourtant ultra performant, pour se fier à son instinct et à la force pour savoir exactement quand tirer ses torpilles. Alors que l'Empire vient de subir une terrible défaite, mais pas d'inquiétude, il va contre-attaquer. Enfin bon, en attendant, nos héros sont célébrés magistralement par les rebelles. Le résumé était volontairement orienté, je vous avais prévenu. Mais cela permet de faire ressortir tout ce qui est lié au thème de la science-fiction dans le film. Alors il est assez clair que l'aventure est ce qui a été mis en avant dans ce film, et que le parcours de Luke Skywalker, qui reste avant tout un parcours initiatique, n'est absolument pas propre à la science-fiction. Mais n'empêche que ce parcours initiatique, il n'a pas lieu dans n'importe quel univers. C'est un monde dans lequel la technologie est extrêmement présente, même s'il y a des contrastes qui peuvent d'ailleurs paraître étonnants. Et que la manière dont cette technologie va être représentée et utilisée est loin d'être innocente. Je voudrais revenir ici sur ce que disait Lucas de ce que Apocalypse Now aurait dû être si c'est sa version qui avait dû voir le jour. Que cela aurait été beaucoup plus l'histoire d'un homme contre les machines qu'autre chose, la technologie contre l'humanité, et comment l'humanité gagne. C'est pas totalement l'histoire de Luke dans Star Wars. Mais il y a des résonances, car l'étoile de la mort, c'est quand même un sacré symbole d'une technologie destructrice de l'humanité. Et non seulement Luke détruit cette technologie, mais il le fait en utilisant la force, ce qui bien sûr est à nouveau très chargé de sens. Cette thématique, cette opposition, ce type de dualité pourrait-on dire, elle n'existe pas dans une histoire de fantasy, ou rarement, car ce n'est pas dans son essence. Concernant l'Empire, et même si c'est assez rapide dans le film, on comprend que c'est une république déchue, dont on se débarrasse d'ailleurs des derniers éléments durant le film. Et on apprend que tout cela a commencé durant une guerre des clones, qui si à l'époque on n'en sait bien sûr pas plus, laisse quand même entendre qu'un certain accès à une science génétique a contribué à la fin de la République. Tout le long du film, les affinités des uns et des autres avec la technologie sont loin d'être innocents. Et clairement, les forces oppressantes sont celles qui sont représentées comme ayant la plus grande affinité avec la technologie. Le principal vilain laisse même planer le doute dans ce film quant à ce qu'il est vraiment, homme ou machine, et les Stormtroopers ont même des tenues leur donnant finalement une apparence assez proche du robot. Visuellement, tout ce qui a un lien avec l'Empire est dominé par une apparence très mécanique. Au contraire des autres personnages, Luke et sa famille, les habitants de Tatooine en général, les rebelles sur Yavin 4. Tous utilisent la technologie, mais sont représentés dans des environnements beaucoup plus naturels. Et soyez certains qu'il n'y a rien de lié au hasard dans cette représentation. Mais heureusement, cette mise en scène de la technologie n'est pas manichéenne, et les deux droïdes sont une excellente illustration que la technologie c'est avant tout ce qu'on en fait, car finalement sans R2D2, les plans de l'étoile de la mort ne seraient jamais parvenus aux rebelles. Autre dualité intéressante, la remarque d'Obi-Wan sur les blasters. Considérant que c'est noble de se battre en face à face avec quelqu'un, alors qu'appuyer sur une gâchette, en l'occurrence, c'est indigne. Et ça en dit beaucoup sur le rapport à la technologie, la modernité. Et au final, le parcours de Luke est le parcours d'un humain lambda plongé dans un monde de surtechnologie, où l'on montre bien qu'il ne doit pas perdre ce qui est essentiel, comme les valeurs familiales ou de l'amitié, ou encore défendre la liberté face à l'oppression. Le fait que ce soit un excellent pilote montre bien qu'il n'y a pas de souci en soi avec la technologie. Luke l'utilise sans problème, il en est le maître pourrait-on dire, et non son vassal, au point de s'en servir pour détruire ceux qui font exactement l'inverse. On voit bien,
à travers tous ces exemples qui ne sont pas exhaustifs bien sûr, que le film est parcouru de sous-thèmes le reliant clairement à ce que l'on peut trouver habituellement dans les thèmes classiques de la science-fiction, et que cela ramène non seulement à THX 138, mais aussi clairement à sa version avortée d'Apocalypse Now. Pour moi, à ce stade, la question n'est plus de savoir si Star Wars c'est bien de la science-fiction ou pas, mais plutôt pourquoi ce choix de mettre avant tout l'aventure en avant, car puisqu'il avait une idée bien précise à transmettre, pourquoi n'avoir pas été plus direct? Pour bien comprendre cela, je pense qu'il faut revenir sur ce que dit Lucas à propos d'une jeunesse qui n'a pas les bons repères. Et d'un autre côté, le fait qu'il ne voulait surtout pas faire un film socialement pertinent. Je pense qu'il est important de s'attarder un peu là-dessus. Car un film de science-fiction parlant d'une jeunesse en perte de repères et qui lui est bien une critique sociale, et il y en a un très connu, Orange Mécanique. Pour être précis, c'est de l'anticipation, mais ça reste une sous-catégorie de la science-fiction. Et le film s'inscrit bien dans une mise en garde caractéristique du genre. Finalement, énormément de récits de SF sont basés sur de la mise en garde. Et je peux appliquer cela à grand nombre d'œuvres dont j'ai parlé sur cette chaîne. Pour rappel, Orange Mécanique raconte les péripéties d'Alex dans un futur dystopique mais très proche de notre monde. Alex étant un adolescent dont le principal loisir est de pratiquer l'ultra-violence avec sa bande de droogs, lorsqu'il n'écoute pas Beethoven. Finalement arrêté pour meurtre, il subit une méthode de rééducation expérimentale censée annihiler ses pulsions violentes. Bien sûr, c'est un célèbre film de Stanley Kubrick, mais c'est avant tout un excellent roman d'Anthony Burgess. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette œuvre, le livre, le film, allez-y, les deux valent le coup. Enfin bon, par rapport à mon propos, c'est la première partie de l'histoire d'Alex qui nous intéresse, le reste explorant d'autres thématiques beaucoup moins en rapport avec Star Wars. Concernant le titre Orange Mécanique, clairement expliqué dans le roman, il faut comprendre que l'orange, élément naturel, symbolise l'humain, et que donc l'orange mécanique, c'est l'humain dénaturé. Alors je ne vais pas rentrer ici dans une analyse d'orange mécanique, vous en doutez bien, le but ici est de mettre en parallèle deux approches de certaines idées communes à travers des récits de science-fiction finalement assez opposés, mais peut-être pas tant que ça finalement. Ainsi comparons Luke et Alex. Ce sont deux jeunes hommes dont la vie du quotidien ne les passionne pas vraiment. Mais là où l'un contient sa frustration et respecte ses parents, adoptifs certes mais donnant ce rôle, Alex lui projette son énergie, sa force en ébullition de jeune ado, même pourrait-on dire, sur les autres. Et cette force, oui bien sûr que je fais exprès d'employer ce terme, cette force, Luke, grâce aux beaux conseils, aux bonnes rencontres, lui va la diriger dans des actions positives. Vous voyez, on illustre la même chose finalement. Et on voit bien comment Lucas fait tout pour que ces thèmes qui l'intéressent soient dirigés dans un sens précis, car il ne veut pas nous montrer le négatif d'une force qui devient destructive. En tous les cas, pas à ce stade de la saga, mais montrer l'exemple d'une bonne utilisation de cette force. Il veut montrer une impulsion positive, plutôt que, pour reprendre ses propres termes, faire un film rageur et socialement pertinent. Clairement, le choix de Lucas, c'est de dire à la jeunesse de son époque, car c'est bien à eux qu'il destinait son récit, surtout ne devenez pas des Alex. Devenez des Luke, refusant, en tout cas en partie, la mise en garde classique de la SF pour un récit qu'on pourrait dire emballant. Un autre exemple parmi d'autres pour montrer que Star Wars est loin d'être un innocent film d'aventure. Et je pourrais en montrer des tas du même acabit. Prenez la coiffure de la princesse Leia. Hein, quoi, la coiffure ridicule de Leia? Serait-ce une critique sociale pertinente cachée dans le film? Alors non, quoique, parce que cette coiffure, George Lucas l'a choisie, c'est lui-même qui le dit, en référence à la coiffure d'une célèbre révolutionnaire mexicaine, Clara de la Rocha. Oui, Star Wars, bien sûr, c'est un récit totalement innocent, qui n'a aucun message politique et social, il n'y a aucun doute là-dessus. Tirer le fil dans Star Wars pour montrer que c'est bien plus qu'un récit d'aventure sans réflexion ne se révèle finalement pas très difficile. Forcément, plein de choix concernant le film, que ce soit à travers son histoire ou sa mise en scène, ou même tout simplement certaines maladresses de la part de Lucas, masquent souvent sa profondeur. Mais tous les exemples dont j'ai parlé se révèlent très parlants sur les idées et motivations de Lucas. Et je ne voudrais pas non plus passer à côté d'une, disons, erreur dans les déclarations de Lucas, quant au fait que parmi les éléments qui montrent que Star Wars, ce n'est pas de la science-fiction, c'est d'avoir mis les explications technologiques de côté. J'avoue être étonné. S'il est vrai qu'il y a des auteurs qui ont mis en avant les descriptions des technologies qui se trouvent dans leurs œuvres, ceci n'a jamais été un maître étalon pour considérer qu'une œuvre est une œuvre de science-fiction ou non. Énormément d'excellentes œuvres de ce genre restent assez éloignées des explications scientifiques. La science-fiction peut se contenter de montrer l'impact de la technologie sur l'humanité et pousser la réflexion sur ce sujet sans pour autant avoir besoin d'être descriptif. Prenez Philippe K. Dick. Il est très loin d'un Asimov, d'un Heinlein ou d'un Clarke dans les descriptions technologiques. Cela ne l'a pas empêché de faire des œuvres de science-fiction marquantes. Cela pour montrer une nouvelle fois, si c'était nécessaire, qu'on voit bien que Lucas, en tous les cas en 1977, cherchait avant tout des arguments pour convaincre le public, ou se convaincre lui-même, plutôt que de proposer des arguments vraiment pertinents pour justifier que son film était plutôt de la fantaisie. Enfin bon, voilà, Star Wars, j'ai envie de dire, c'est une œuvre assez fascinante, parce qu'au premier abord, c'est vrai que c'est plutôt une grande aventure décomplexée. Et puis on gratte un peu, et on découvre que c'est plus complexe que ça. Et on gratte encore, et on découvre encore autre chose, et ainsi de suite. Enfin bon, revenons donc à notre sujet principal, est-ce que Star Wars épisode 4, c'est bien de la science-fiction? Vous comprendrez, après m'avoir écouté, et merci pour votre patience, que pour moi c'est oui. Mais bon, si finalement il est assez facile de trouver tant d'éléments qui rattachent Star Wars à de la vraie science-fiction, pourquoi Lucas n'a cessé de dire que c'était de la fantaisie dans l'espace? Pour moi, il y a deux raisons à cela. La première, assez évidente, c'est qu'il a pris une claque avec l'échec de THX 138. Alors peut-être a-t-il été prétentieux de démarrer sa carrière avec un film quasi expérimental, montrant son talent de réalisateur, certes, mais se retrouvant incapable de séduire le public. Et voir ainsi son œuvre partir aux oubliettes, forcément ça doit faire mal. Et cela peut en grande partie expliquer sa décision de changer de direction, faisant un demi-tour pour passer d'une science-fiction de réflexion, de mise en garde,
à du divertissement dans l'espace. Et forcément, il a cherché à se détacher de cet échec en ne cessant de dire, je pense avant tout pour s'en convaincre lui-même, Star Wars, c'est surtout de la fantasy, surtout pas de la science-fiction qui ferait réfléchir. À côté de ça, il pensait sincèrement qu'il manquait quelque chose dans la culture des années 60-70. Et comme je l'ai déjà dit, qu'il ait eu raison ou non, cela importe peu. Il le pensait sincèrement. Et pensait aussi sincèrement faire un film pour intégrer ces choses essentielles dans la culture du public. Et forcément, si vous espérez transmettre un message, des idées, des valeurs, utiliser un récit d'aventure pour faire cela, pour attirer les foules, c'est finalement une bonne stratégie. Autre chose à souligner, toujours dans cette question du rapport à la science-fiction, c'est déjà qu'il faut rappeler que s'il a choisi ce type d'univers pour son récit, c'est parce qu'il avait une affinité avec ce genre, et que s'il a beau dire que ses références étaient plutôt du côté de Gareth Burroughs et d'Alex Raymond, force est de constater que Star Wars, par plein d'aspects, est une référence permanente à énormément de vrais récits de science-fiction, empruntant à la plupart des grands auteurs du genre, Herbert, Asimov, Clarke et j'en passe, y faisant même des références directes parfois. Voir d'ailleurs ma vidéo sur Dune et Star Wars pour avoir quelques exemples précis. Et pour prendre un autre exemple, il y a aussi pas mal de choses rappelant beaucoup l'univers décrit dans Fondation, avec cette civilisation connaissant une sorte de Moyen-Âge intergalactique, surtout que Coruscant sera en grande partie calqué sur la planète 30 de Fondation. Mais bon, ça c'est dans la prélogie, donc je ne développerai pas ça ici. Et le résultat final, je trouve qu'il témoigne d'une grande dualité chez George Lucas, qui sera confirmée par la suite, c'est d'être constamment dans une volonté affichée de divertir et de s'inspirer des récits classiques d'un côté, et malgré cela, de ne pouvoir s'empêcher d'y mettre sa vision du monde et ses interrogations, et peut-être même sa méfiance envers ce nouveau monde moderne nous promettant autant de merveilles que d'horreurs. Et peut-être est-ce aussi pour cela que Star Wars a tant marqué, car effectivement, reprendre l'aura du merveilleux des récits classiques avec tout ce qui constitue la quête d'un héros, le tout associé à cette technologie en total essor à cette époque, pas forcément, consciemment ou inconsciemment, ça a parlé à beaucoup de gens, car il faut quand même se rendre compte comment notre société est devenue dépendante de la technologie en quelques décennies, et comment notre vision du monde a changé avec toutes les découvertes des derniers siècles. Placer des aventures dans ce nouvel univers, ça n'a rien d'innocent. Surtout à une époque où, avec le boom de la conquête spatiale, on va avoir pendant un temps l'illusion que bientôt nous allions conquérir l'espace. En rendant merveilleux le voyage dans l'espace, en disant l'aventure humaine est toujours importante, voire essentielle, Star Wars ne fait pas que porter une histoire divertissante. Le film porte un message bien plus profond, même s'il faut avouer qu'il peut se perdre un peu dans de l'esbrouf visuel. Mais quand on voit ce qu'énormément de personnes ont retenu de Star Wars au fil du temps, finalement l'essentiel du message semble quand même être passé. Mais bon, l'impact de Star Wars dans la culture populaire n'étant pas lié qu'au premier film, on va éviter de trop s'étaler sur ce sujet pour ne pas devenir justement hors sujet, déjà que ça a été limite sur cette vidéo. George Lucas peut s'en cacher, et essayer de le cacher par sa manière de mettre en avant le spectaculaire dans son film, mais le fait est que celui-ci porte des thèmes qui trouvent leurs échos dans des œuvres de science-fiction classiques telles que, pour faire référence aux plus connus, Dune de Frank Herbert ou Fondation de Isaac Asimov. Et comme témoignage de la manière dont ces thèmes sont des thèmes qu'affectionne George Lucas, ils continueront d'être développés dans les épisodes suivants, particulièrement dans la prélogie, les épisodes 1, 2, 3, pour rappel, s'attardant cette fois concrètement sur la manière dont la République est devenue l'Empire, au point même que nombre de personnes critiqueront le côté trop politique de cette deuxième trilogie. Ainsi, George Lucas aura beau, durant des décennies, avoir déclaré que Star Wars n'est pas vraiment de la science-fiction, ses préoccupations personnelles, pourrait-on dire, son amour du genre, auront été plus forts, et auront fait que s'il est certain que l'aventure, la mythologie auront bien pris le dessus sur les thèmes purement science-fictionnels, son film, malgré tout, reste une œuvre de science-fiction, avec une approche certes originale et certaines maladresses, mais une œuvre de science-fiction quand même, quoi qu'il en dise. Et donc, loin de n'être qu'une mise à jour d'un schéma classique de conte de fées, par sa manière de mettre en scène la technologie, le rapport de nos protagonistes à celle-ci, et ses thèmes politiques encore embryonnaires mais bien présents concernant la fin d'une république, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, se révèle finalement bien plus riche, plus complexe que ce qu'on peut en percevoir au premier abord. Et ce type d'œuvre à plusieurs niveaux de lecture, c'est aussi pour ça que j'aime la science-fiction. Voilà, j'espère que cette exploration de l'épisode 4 de Star Wars vous aura intéressé. Il y a bien sûr énormément d'autres choses à dire sur Star Wars, et j'y reviendrai certainement dans d'autres vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager, c'est important car c'est ce qui fait vivre une chaîne. Et si vous voulez me suivre sur Facebook et Instagram, les adresses sont affichées et vous pouvez les retrouver dans la description. A bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, que la force soit avec vous. Bye bye!